Donc aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous un sujet qui a interpellé le groupe d'Oser une parole. Il s'agit de la fin de vie. Nous voulions avoir le temps de nous interroger, de nous laisser interpeller par des points de vue différents face à des situations qui peuvent tous nous toucher à un moment ou à un autre de notre vie. Prendre le temps de réfléchir sur l'évolution de notre société, savoir d'où nous venons et où nous allons sur ce sujet. Mais en fait, qu'est-ce qu'entend-on exactement par fin de vie? En prenant comme cadre de référence ce que nous dit le ministère de la Santé et ce qui ressort de la Convention citoyenne sur la fin de vie, la fin de vie est un épisode de vie à part entière qu'il convient de penser et préparer en amont autant que possible. Parmi les droits garantis, l'accès aux soins palliatifs qui ont vocation à compléter, puis à se substituer aux soins médicaux dans l'objectif de préserver la qualité de vie des personnes et d'accompagner leur entourage. Le cadre législatif de la fin de vie et des soins palliatifs apparaît dans les années 1980 en France. Consacré par le législateur en 1999, le droit d'accéder aux soins palliatifs a été réaffirmé par la loi Claes-Leonetti en 2016. Selon son article 1er, les malades ont droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Le meilleur apaisement possible de la souffrance. Pour apaiser la souffrance, les médecins peuvent avoir recours à la sédation profonde. Qu'est-ce que la sédation profonde? La sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, c'est un nouveau droit qui a été introduit sous condition par cette loi du 2 février 2016. Elle consiste à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, afin de soulager ou prévenir une souffrance réfractaire. On l'associe à une analgésie et à l'arrêt de traitement de maintien en fin de vie. Il est question que le projet de loi sur la fin de vie fasse évoluer le cadre actuel, notamment en légalisant l'euthanasie dans des conditions définies par la loi. Définie par la loi, mais comment définit-on l'euthanasie? Dans le dictionnaire Le Petit Robert, donc le langage courant, l'euthanasie, c'est l'usage de procédés qui permettent d'anticiper ou de provoquer la mort afin d'abréger l'agonie d'un malade incurable ou lui épargner des souffrances extrêmes. Ce projet de loi pose en réalité de nombreuses questions sous-jacentes. Nous allons vous présenter celles qui nous ont touchés lors de la préparation de ce thème, en sachant que toutes ne seront pas relevées lors de cette rencontre et que certaines chemineront avec vous par la suite. En premier lieu, en ce qui concerne le domaine sociétal. Quels sont les différents regards que porte la société sur les personnes vulnérables et âgées? Ou qu'est-ce que l'euthanasie, l'aide à mourir, véhicule comme image et comme modèle pour la société, notamment au regard de la dépendance, de la vieillesse, du handicap, de la vulnérabilité. Ensuite, pour la partie spirituelle et philosophique. Donc, si nous pensons, comme l'affirment nos religions monothéistes, que la vie procède du divin, comment l'euthanasie se concilie-t-elle avec cet aspect sacré de la vie? Je peux m'interroger aussi sur le sens que je donne à la souffrance et à la mort. À quoi me renvoie la décision de légaliser l'euthanasie et plus concrètement encore de la mettre en œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas différentes formes d'euthanasie? Est-ce que le suicide assisté en est une? Est-ce qu'il faut le considérer sur le même plan que les autres formes? On peut également se poser la question d'un point de vue historique. Donc, comment les sociétés anciennes accompagnaient-elles la fin de vie? Et aujourd'hui,
Pourquoi le sujet est-il devenu si présent dans nos sociétés? Et d'autre part, qu'en est-il du point de vue personnel? Jusqu'où puis-je faire porter à d'autres la responsabilité de ma propre mort? Suis-je prêt à me préparer moi-même et à être responsable de cette réalité à venir? Si je souhaite mourir dans la dignité, comment la société peut-elle m'y aider? Et pour terminer, on ne peut aborder cette question sans évoquer le domaine médical. Donc, si je suis médecin, je suis formé pour soigner et prendre soin. J'en ai fait le serment. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Mettre en place les conditions menant à la mort peut-il alors faire partie de ce parcours de soins? Comment respecter les valeurs de la personne en fin de vie tout en respectant mes propres convictions? À travers la rencontre d'aujourd'hui, nous espérons que nous pourrons cheminer vers un point de vue plus éclairé et que certaines de nos interrogations ont retrouvé une réponse. Nous passons maintenant la parole à l'animateur de cette rencontre qui va expliquer le cadre d'intervention des différentes personnes invitées et l'organisation de ce temps de parole. Nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons un bon après-midi. Bien, merci. Donc, le décor est planté, les questions sont posées. Il va rester à y répondre forcément partiellement parce que c'est un sujet qui est suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas de réponse simple, hélas. Merci d'abord, moi, à mon tour, je vous remercie d'être présents aussi nombreux aujourd'hui sur un sujet qui est quand même essentiel dans la vie, qui est la question de la mort, qui nous touche bien sûr soit nous-mêmes, soit par l'intermédiaire de nos proches, et de toute façon, un jour nous-mêmes aussi. Laissez-moi me présenter rapidement, c'est pas très poli de commencer par soi, mais donc je suis Jean-Louis Ney, et je suis là parce que je suis ami avec un certain nombre de membres du groupe Oser une parole, mais aussi et surtout en tant que président de la radio RCF Charente, qui enregistre cette table ronde et qui la diffusera sur ses antennes, en vidéo également sur sa chaîne YouTube et sur le site du diocèse d'Angoulême. Donc, pour les gens que vous connaissez qui n'auraient pas pu venir, etc., ce sera l'occasion de pouvoir également profiter de ce qui va se dire aujourd'hui. Mais venons-en tout de suite donc à ce qui nous préoccupe et au sujet de la table ronde. Comme il a été dit, l'idée est d'écouter toutes les opinions, et donc on a ici trois débatteurs, mais ça ne sera pas un débat, ça sera un échange, qui vont répondre aux différentes questions qui ont été mises sur la table par nos amis, les membres du groupe Oser une parole. Alors, je vais les citer par ordre alphabétique, parce que je ne savais pas par qui commencer. Donc, le premier, c'est Daniel Coumeau, donc, qui est médecin, si vous voulez venir prendre place en même temps. Daniel Coumeau, donc, il est médecin hospitalier en gériatrie et il est également diacre. Il a été ordonné en février 2017. Et puis, un détail qui a son importance, il est père de 7 enfants, donc bravo. Bonjour donc, docteur Coumeau. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à la rapide présentation que je viens de faire? C'est très bien. Merci. Le second témoin, c'est Jean-Claude Étilé, qui lui aussi est médecin, médecin généraliste en zone blanche pendant plus de 25 ans, donc il a le sens du service, hein, et il est depuis 5 ans médecin à l'unité de soins palliatifs de la Charente. Bonjour, docteur Étilé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à la présentation que je viens de faire rapidement? Alors, vous avez à côté de vous un micro avec le fil que vous pourrez vous passer. Éventuellement, je donnerai mon propre micro quand il y en aura besoin. Je vous écoute. Il n'est pas allumé ce micro. Vous m'entendez? Ouais, ça marche. Donc le premier, c'est Daniel Coumeau, donc qui est médecin, si vous voulez venir prendre place en même temps. Daniel Coumeau, donc il est médecin hospitalier en gériatrie. Il y a quelque chose à régler à la sono ou pas, Jacques?
On est souvent trahi par la technique. Hein. Ah oui, ben alors attendez, je vais vous laisser mon propre micro, puis comme ça ira. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Bon, donc je disais, j'étais médecin généraliste pendant 25 ans, en zone blanche, c'est-à-dire loin de tout, à la campagne, tout seul. J'ai eu extrêmement de plaisir à exercer ce métier. Puis quand j'en ai eu assez, je me suis reconverti au moment de passer à la retraite. Et je suis arrivé à Châteauneuf-sur-Charente. Parce que j'ai fait un DU de soins palliatifs. Et quand je suis arrivé en soins palliatifs, j'ai eu extrêmement de plaisir à travailler. Et j'ai toujours extrêmement de plaisir à travailler, extrêmement de plaisir à accompagner ces gens qu'on dit en fin de vie et qui sont toujours dans la vie. Et du coup, ce que je ferai probablement, qui biaisera probablement mon point de vue, c'est qu'il y a toujours du plaisir à être en vie avec les gens et à partager ce moment de vie. Merci, docteur Étilé. Et le dernier témoin, donc, c'est Jean-Michel Nivet, qui est adhérent de l'association pour le droit de mourir dans la dignité depuis 1996. Donc, c'est un engagement déjà très ancien. Et il est délégué départemental de cette association depuis 1999. Bonjour, monsieur Nivet. Est-ce que vous voulez ajouter aussi quelque chose? Vous êtes, je crois, vous êtes retraité, mais vous étiez à la DCN. Hein, Alors, il y a au moins une chose de bien, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas médecin aux mains parmi les personnes, et c'est moi. Voilà, j'ai eu une formation technique, j'ai travaillé toute ma carrière à Naval Group, avec ce DCNS et la fonderie de Rouel pour ceux qui connaissent. Et j'ai vécu une fin de vie d'une proche qui s'est très mal passée. C'était à la fin des années 80. Et j'ai rencontré une personne qui m'a fait réfléchir sur notre propre finitude, sur notre fin de vie. Et je me suis engagé en 95 à la DMD. On parlera de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors la dignité est une valeur intrinsèque, on en parlera certainement sur les aspects philosophiques. C'est peut-être le mieux nommé l'association pour le droit de mourir selon sa dignité, mais on en parlera. Voilà, donc c'est très bien qu'il n'y ait pas que des médecins, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, comme le disait monsieur Ney. Et en une chose de sûre, c'est qu'on mourra tous le plus tard possible, je vous le souhaite, et je me le souhaite aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, puisque ce micro a l'air de marcher maintenant, vous allez pouvoir échanger le micro sans fil. Ça sera peut-être le plus simple pour vous. Donc, je vais peut-être d'abord vous expliquer un petit peu comment va se dérouler l'après-midi. Elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps au cours duquel on va assister à un échange autour des thématiques qui ont été proposées tout à l'heure entre les 3 personnes qui participent à cette table ronde. Je les relancerai sur chacun des thèmes. Alors, je vous rappelle les thèmes qui ont été proposés. Hein. C'est plutôt des angles que des thèmes, c'est plutôt des angles pour aborder la question. Donc, il y a l'angle sociétal, comment la société se détermine par rapport à ces sujets. L'angle spirituel et philosophique, bien sûr, très important. L'angle historique, si quelqu'un a des références à nous donner, c'est pas certain, mais si quelqu'un a des références à nous donner sur ce qui se faisait dans les civilisations anciennes, etc., et les leçons qu'on peut en tirer. Et puis ensuite, ils réfléchiront ensuite sur la manière, pour chacun de nous, là, à titre individuel, de se poser cette question de sa propre fin de vie. Et enfin, on conclura par l'angle médical, et là, ça sera peut-être beaucoup les médecins qui parleront, mais aussi les patients potentiels que peut représenter M. Nivet ici, et donc qui se poseront toutes ces questions éthiques et professionnelles autour de la fin de vie. Alors, comme j'ai dit, cette première partie, elle va durer 1 heure environ. On va essayer de se tenir au timing qui avait été proposé. Ensuite, on aura une petite pause qui durera à peine 5 minutes, de façon à rester dans le sujet, hein, et ne pas déconnecter trop vite. Et la seconde partie sera consacrée aux questions. Alors, on vous l'a expliqué tout à l'heure, il vous a été distribué des petits carnets sur lesquels vous pouvez noter les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Le principe sera qu'il n'y aura pas de prise de parole directe, mais que ces questions, elles seront récupérées par les membres du groupe Oser une parole, et que ceux-ci essaieront de les regrouper de façon à rendre l'échange le plus intelligible possible. Alors, pourquoi cette formule? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permet de garantir la tenue des délais. Et puis la deuxième, c'est que ça permet à tout le monde de s'exprimer d'une certaine façon, avec une certaine égalité, puisqu'il y en a qui sont beaucoup moins agiles à l'oral que d'autres. Et donc, comme ça, tout le monde peut s'exprimer de la même façon.
S'il y a des gens, je crois qu'il y a peut-être quelques élus et représentants d'institutions ici qui peuvent avoir des choses à dire. Les questions peuvent être aussi le développement ou la proposition d'un point de vue, et donc ça peut être une question qui se termine pas par un point d'interrogation, mais qui demanderont aux intervenants de réagir par rapport à cette proposition. La seule règle, c'est de faire des questions courtes ou des affirmations ou des idées, développer des idées de manière synthétique, de façon à ce que, bien sûr, ça puisse être ensuite redonné à l'ensemble de l'Assemblée. Voilà donc pour le déroulement. Je vais... Alors, j'ai un papier là qui me trahit un peu, mais... Alors, ben voilà, j'étais arrivé à la fin des explications. Et donc, on va commencer tout de suite la discussion avec nos trois intervenants, en commençant par l'aspect sociétal, puisque c'est par cet aspect sociétal que nos amis du groupe Oser la parole ont commencé tout à l'heure, avec une simple question qui est... peut-être à la base des témoignages des uns et des autres, puisque les médecins, ils sont confrontés aux patients, mais aussi aux familles, et d'une certaine façon plus globalement à la société, et ils ont sans doute une perception particulière de la manière dont la société aborde cette question de la mort en général, et de la fin de vie douloureuse plus en détail. Et je pense qu'au travers de son association, M. Nivet, de la même façon, a une perception assez claire de la manière dont la société accueille donc ce sujet gravissime, puisque c'est le sujet final d'une certaine façon. Alors, on va peut-être garder le même ordre. On va commencer par M. Coumont. Est-ce que quel regard vous portez sur la vision de la société, de notre société d'aujourd'hui, par rapport à la mort en général et par rapport à la souffrance? Oui, d'abord, vous m'entendez, c'est bon? Je voulais dire que c'est le questionnement qui est plus important que les réponses, puisqu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et je pense que l'intérêt de cet après-midi, c'est de se questionner. Un autre élément, moi j'ai une vision particulière, puisque je suis gériatre en médecine de gériatrie. Dans notre service de 21 lits, on a en permanence 2 ou 3 personnes en fin de vie. Donc c'est un accompagnement quotidien. Donc c'est une vision particulière. On n'a pas de personnes qui seront en soins palliatifs avec des maladies de Charcot, des choses comme ça. C'est des personnes en général, la moyenne d'âge est 90 ans. C'est un accompagnement de fin de vie pour des personnes très âgées. Ce que j'ai pu constater, moi, dans ma pratique, depuis ces 20 dernières années, effectivement, c'est à travers les familles, une évolution de la société aussi. J'ai cette perception que plus ça va, plus notre société, bon, c'est peut-être une lapalissade, dire que cherche à gommer la mort, évacuer notre société veut éliminer de son champ de conscience tout ce qui est mort, tout ce qui est inutile, et progressivement, moi je me rends compte que les familles, bon, c'est des situations très douloureuses à vivre, une fin de vie d'un proche, et on est tous comme ça, on aimerait que ça s'arrête tout de suite. On voudrait même gommer ce temps de fin de vie, d'agonie, de déchéance, du corps qui se dégrade, de la personne qu'on connaissait bien vivante et qui s'éloigne petit à petit. C'est vraiment très douloureux pour les familles. Et plus ça va, plus il y a une demande incessante, enfin insistante plutôt,
de gommer ce temps. Bon, on tourne la page et on n'en parle plus. Et bon, c'est compréhensible, mais comme le disait mon collègue, ces instants de fin de vie sont d'une richesse incroyable. Et même s'ils sont très douloureux, ils peuvent apporter... enfin, c'est des temps d'humanité. Et bon, voilà ce que je voulais dire. C'est notre société veut tourner la page sur la mort, mais en fait, la mort fait partie de la vie et il faut peut-être pas la tourner aussi vite. Voilà. Ce que je peux dire. Merci. Volonté d'effacer et en même temps d'effacer peut-être en même temps un moment exceptionnel de richesse humaine. Oui, là j'ai l'exemple justement de cette semaine. Une personne très âgée qui avait une insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire que le rein ne fonctionnait quasiment plus. Une infection du sang touchant ses valves du cœur, puisqu'elle avait on lui avait remplacé sa valve. Un état d'agitation, la personne étouffant, se débattant, arrachant les perfusions. Donc on a une discussion avec la famille. Et finalement, la question était, est-ce qu'on pose une voie centrale, c'est-à-dire on met une voie veineuse, et ça aurait nécessité de l'attacher parce qu'il était tellement agité qu'il aurait arraché pour pouvoir traiter cette infection. On a réfléchi avec la famille, avec d'autres soignants, on s'est dit non, il faut le laisser partir. Donc on a tout arrêté, sauf mettre des petites doses de calmants et de morphine, parce que la morphine est intéressante pour calmer un peu la personne, apaiser notamment le rythme respiratoire. Et finalement, le lendemain, la personne était réveillée, nous a totalement détendus. Elle nous a dit qu'elle avait soif, on a pu lui donner à boire. Et puis, elle a continué à se reposer. Le lendemain, son fils est arrivé. Et puis, là, elle est en train de partir doucement. Mais si on s'était dit, il faut vraiment calmer, et puis on termine ça, c'est trop... il n'y aurait pas eu tout ça. Donc voilà, c'est un exemple récent. Merci pour cette émotion. Docteur Étilé, c'est un peu la tentation, la technique. On est dans une société de plus en plus technique et on croit qu'elle peut résoudre tous les problèmes. On pourrait imaginer qu'elle puisse résoudre tous les problèmes. En fait, elle réalisera. On ne pourra pas faire face à tous les problèmes. Et de toute façon, pour moi, la vie, alors c'est un point de vue qui est personnel. Pour moi, la vie, c'est un voyage qui a un début, qui a une fin. Nous, professionnels de santé, mais je pense également l'ensemble de la collectivité, je pense qu'on devrait être là les uns et les autres pour s'accompagner les uns et les autres à travers ce chemin, et que notre projet ne devrait pas être tant d'avoir une vie longue que d'avoir une bonne vie et d'avoir une vie pleine. Et les questions qu'on devrait se poser, c'est pas c'est pas la longévité, c'est quelle qualité de vie est-ce que chacun d'entre nous a eu le temps de réaliser les 2 ou 3 choses qui sont importantes pour lui. Et à partir de là, on changerait le point de vue. Et voilà, c'est tout. Merci. Monsieur Nivet, ce moment d'émotion que nous a proposé le docteur Cormeau, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai vécu des moments d'émotion identiques en fin de vie, des personnes qui ont été accompagnées d'une manière active. Donc je connais et partage la peine qu'il peut avoir. Le constat que je fais, moi, c'est que globalement en France, on meurt plutôt mal ou pas toujours très bien. L'ADMD a été créée en 1980 au départ pour lutter contre l'acharnement thérapeutique.
ce que nous appelons maintenant l'obstination déraisonnable, lutter contre cette manière de maintenir en vie des personnes qui ne le voulaient pas et en survie. Voilà. Donc la DMD, au moins sur ce point, a eu gain de cause, puisque l'acharnement thérapeutique est maintenant pénalement condamnable. Et elle remarque également que si on nous aide à naître, il y a des sages-femmes, personne nous aide à partir. Personne nous aide à franchir le dernier petit gué qui va vers, pour ceux qui croient, vers un au-delà, et pour ceux qui ne croient pas, vers le néant. Donc la DMD a eu au moins cette chose de bien, et maintenant elle continue à lutter pour ce badge, pour une loi de liberté. C'est le terme de liberté qu'il faut vraiment considérer, et qu'on puisse faire avancer un peu plus la loi dont on parlera certainement, qui a été évoquée tout à l'heure, la loi Claeys-Leonetti, qui a été votée une première fois en 2005 et dont on a mis plus de 10 ans avant de l'évaluer, mais c'est le propre rédacteur qui l'a évalué, donc il n'allait pas dire que sa loi n'était pas bonne. Mais aujourd'hui encore, et on parlera de la sédation profonde et continue, que je trouve une méthode relativement hypocrite, mais on aura l'occasion avec les médecins d'en parler. Voilà donc ce que je fais comme constat et comme, je dirais, comme revendication sur le sujet qui devrait repartir bientôt, puisque le Premier ministre s'est engagé avant-hier soir à reprendre le projet de loi tel qu'il était l'article 1er a été voté à l'Assemblée nationale, et que la présidente de l'Assemblée nationale a également été dans ce sens-là. Donc nous allons pouvoir encore débattre et faire valoir la liberté de chacun, la liberté et les choix de chacun. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons hélas pas. Merci. Alors, vous posez, en parlant de loi hypocrite, peut-être la question de comment se poser la question d'aider à mourir, en effet, sans entrer en collision avec notamment pour les gens qui croient, le caractère sacré de la vie, puisque la vie a été créée par Dieu, pour les gens qui croient, bien sûr. Et donc, est-ce que chacun d'entre vous, puisque vous avez le micro, Monsieur Étilé, comment est-ce que vous essayez de concilier ce caractère sacré de la vie et cette volonté de chacun de soulager l'autre et du malade d'être soulagé? Dans la question volonté de soulager l'autre ou volonté de se soulager soi-même, il y a deux questions. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer, j'ai quand même assisté à quelques phases finales. L'agonie, on pourrait se dire, moi qui suis spectateur, c'est trop long, et plus tôt ça sera terminé, mieux ça sera. Moi, je ne sais toujours pas ce qui se passe quand je nais, et je ne sais toujours pas ce qui se passe quand je meurs. Et j'ai eu plusieurs fois le sentiment, à cause de mes drogues, de quelque part voler la mort de la personne. Moi, j'ai une grande interrogation, je ne sais pas ce que c'est que la vie, et j'aimerais bien le savoir. Ma naissance, j'ai oublié. Ma mort, j'aimerais bien en être spectateur, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Parce que je ne veux pas avoir mal. Mais je ne tiens pas à ce qu'on m'empêche de participer à ce moment. Et dans la question des sédations, dans la question de provoquer la mort, quelque part, peut-être qu'en dehors de toute considération religieuse, de toute considération philosophique, de quel droit nous pouvons priver quelqu'un de ce moment-là. C'est-à-dire que je me sens tout à fait fondé à soulager les douleurs, je me sens tout à fait fondé à faire en sorte que quelqu'un n'est pas mal, de faire en sorte que quelqu'un n'ait pas d'angoisse. Mais une fois qu'il est tranquille et paisible, je ne vois pas ce qui fait que je ne puisse pas garder la personne dans son lit un jour, 2 jours, 1 semaine. Ça, voilà. Merci. Si vous voulez passer le micro à Monsieur Dr Koumou, vous qui êtes diacre, cette question de la foi et de la religion, elle est essentielle dans votre vie de médecin aussi. Et donc cette question
de l'opposition entre la volonté de soulager et le respect de la vie. Comment est-ce que vous résolvez cette contradiction? Alors peut-être à plusieurs niveaux. La vie est dialogue, c'est-à-dire que c'est échange. Donc justement la position éthique, dialogue avec toute l'équipe, avec les familles, avec le patient, déjà pour préparer, essayer de maintenir cette communication. Voilà, c'est un premier éclairage, dialogue. Moi, il y a ça qui est important pour moi, dialogue égale vie. Deuxième chose, effectivement, ce temps qui fait partie de la vie, ce temps de cette préparation à passer le pas, l'agonie, un temps de préparation pour moi qui suis croyant. Ce passage pour moi dans la vie éternelle se prépare, mais se prépare dès qu'on est en fait, puisque notre vie est faite de petites morts, enfin de lâcher, et donc là ce temps où il faudra complètement lâcher pour s'abandonner dans les bras du Père. Moi, je le constate quand même dans ces accompagnements de fin de vie, c'est que quand la personne n'est pas prête à lâcher, il faut lui laisser le temps de pouvoir lâcher. Et il y a des personnes qui sont prêtes et on va leur donner un petit peu un petit peu de tranquillisant pour les aider à se détendre un peu, mais on va voir qu'elles vont lâcher rapidement et partir et décéder. Et d'autres, il faudra des semaines parce que, soit simplement un enfant n'est pas encore venu ou on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et puis ça va être des temps de coma, mais la personne est toujours là, comme si elle n'était pas encore prête, comme si elle n'avait pas lâché complètement. Donc il y a ce temps pour lâcher, pour s'abandonner, pour moi faire ce pas et s'abandonner dans les bras du Père. Alors, Monsieur Nivet, je ne sais pas si vous êtes croyant, et je ne vous le demande pas d'ailleurs, mais cette question du respect de la vie, comment est-ce que vous le conjuguez avec la volonté de soulager la douleur? Justement, le respect, je respecte complètement les choix ou les avis de mes deux voisins sur leur propre vue de leur fin de vie, ou même de celle de leurs proches. Et c'est là où je dis que c'est une question individuelle. C'est pas à la famille, effectivement, de décider si la personne doit vivre une agonie ou ne pas vivre une agonie, ou de vivre une fin de vie qui est parfois pitoyable. Alors, personne n'est revenu pour dire j'ai vécu une agonie merveilleuse. Je peux vous garantir qu'il y a des agonies qui sont terribles. Le jeune Hervé Pierrat qu'on a maintenu sous sédation profonde et continue pendant plus de 3 semaines, il avait des spasmes nerveux sur son lit de mort, puisque de toute façon on savait qu'il allait mourir. À partir du moment où on enclenche la procédure, c'est la mort au bout. Voilà, donc il ne voulait pas ça. Par contre, je respecte tout à fait le choix d'une personne croyante qui veut que ce soit la nature qui fasse son œuvre, que ce soit Dieu qui retire la vie, puisque pour eux c'est Dieu qui la donne. Voilà, moi je suis organisé philosophiquement, spirituellement, je suis organisé, voilà, mais j'ai pas de croyance métaphysique sur les choses de la vie, sur les choses de la mort. Ce que je veux, c'est que je puisse choisir moi pour moi, pas pour mes parents, pas pour ma mère, mon père, pour les autres, pour moi. Je ne veux pas vivre une agonie comme j'en ai vu certaines. C'est tout. Alors, puisque vous avez le micro, et on va peut-être à ce stade entrer un petit peu dans le projet de loi qui est en cours, vous en parliez il y a une seconde,
quel serait, j'imagine que vous êtes favorable, en tout cas il n'est pas terminé, donc il y a peut-être des nuances, mais qu'est-ce qu'une nouvelle loi devrait apporter en plus de la loi Leonetti, deuxième version? Alors, la loi Netti avait eu un avantage, c'est qu'elle avait fait naître les directives anticipées. Directives anticipées et nomination des personnes de confiance. La personne de confiance, c'est celle qui va s'exprimer si vous avez perdu toute conscience et que vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer devant le corps médical. Le corps médical a l'obligation de consulter la personne de confiance qui fera valoir vos dernières volontés. Donc ça, c'était une chose de bien. La sédation profonde et continue, permettez-moi de revenir dessus, je la trouve hypocrite, puisque de toute façon, on sait pertinemment qu'au bout du bout, la personne, c'est la fin. Donc pourquoi vouloir maintenir quelqu'un dans une agonie pendant quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, puisque, hélas, quand le cœur est solide, eh bien, la personne en fin de vie, elle va tenir 15 jours, 3 semaines, un mois. Et généralement, les personnes finissent par insuffision rénale et elles partent dans des souffrances qu'on peut juger de terribles. Donc la loi, nous, ce qu'on voudrait, c'est la loi belge, par exemple. Pourquoi les Belges seraient plus idiots que nous? Pourquoi seraient-ils plus inhumains que nous? Pourquoi le clergé belge serait moins engagé que le clergé français? C'est plus une question religieuse. Aujourd'hui, les statistiques sont là. 67% des catholiques pratiquants sont favorables à ce qu'on puisse faire valoir une aide active lorsque la situation est pitoyable. Voilà, donc je crois que cette petite avancée, ce petit pas est maintenant indispensable. Ça éviterait à des Français d'aller en Suisse. J'ai accompagné des personnes en Suisse. Ben, je vous garantis que j'aurais préféré que la personne puisse faire ça chez elle, entourée de ses proches, plutôt que de partir avec un véhicule de location, avec la famille. Et ça s'est bien passé. Voilà. Mais néanmoins, ça s'est passé à 800 km d'Angoulême. Et voilà, en Belgique, c'est pareil. Voilà. Pourquoi elle est obligée d'aller en Belgique? Les médecins belges ne sont pas plus inhumains et ne sont pas plus barbares que les Français. Donc je ne sais pas, il y a un conservatisme. Et je le disais à votre antenne une fois, la hiérarchie religieuse française s'enorgueillerait d'être un peu dans le mouvement, d'être moins conservatrice et d'accepter que d'autres puissent avoir des opinions différentes. Peut-être pour gardez le micro si vous voulez bien 30 secondes, pour qu'on ait tous une information complète, qu'est-ce que permet la loi belge ou la loi suisse en plus? Alors, et quelles règles? La loi belge, c'est l'euthanasie, hein, c'est-à-dire c'est un geste médical, hein, c'est une injection voilà, d'un produit létal, hein, du pentobarbital ou autre substance. Et en Suisse, l'euthanasie est condamnée, elle est condamnable. Par contre, c'est le suicide assisté. Donc c'est in fine, c'est la personne qui tourne une petite molette ou si elle est dans l'incapacité de bouger les doigts avec un mécanisme quel qu'il soit, mais c'est toujours la personne qui in fine fait le dernier geste. Voilà. C'est pour cela que les médecins doivent avoir leur clause de conscience. Moi, je ne voudrais pas forcer un médecin à dire la loi oblige les médecins à faire ça. Non. Non, il faut que ce soit des médecins qui soient favorables, comme il y en a en Belgique. Comme le débat sur l'interruption volontaire de grossesse, c'était le même. Il y a des médecins qui refusent de le faire, mais la loi oblige à trouver d'autres médecins qui, eux, acceptent de le faire. Docteur Etilé, comment réagissez-vous à cette idée d'abréger les souffrances, mais de manière beaucoup plus radicale que ce que permet actuellement la loi? Alors, je vous reposerai la question, c'est les souffrances de qui? La douleur est une chose. Je tombe, je me blesse, j'ai mal. Pour que je souffre, ça dépend comment mon cerveau et comment mon psychisme va interpréter cette douleur. Ce qui est certain, c'est que pour l'entourage, pour les proches, il y a effectivement une souffrance de se sentir impuissant à regarder son proche qui s'en va. Alors cette souffrance, d'où elle vient, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui seront mal passées.
Et à un moment donné, qu'on demande au corps de santé, et non pas au corps médical, mais au corps de santé, parce qu'en fait, quand on engage cette procédure, on engage non seulement les médecins, mais on engage également les infirmières, les aides-soignantes, et les personnes importantes dans la prise en charge de nos proches, ce sont les aides-soignantes. Ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les infirmières. Alors, nous participons, certes, il y a un travail d'équipe, mais les aides-soignantes, ce sont ces femmes, quelquefois des hommes, qui au quotidien vont venir plusieurs fois, changer le patient, le laver, lui donner à manger, le toucher, le caresser, l'observer. Et donc, ce que toutes ces femmes disent dans les services, et nous sollicitent un service de soins palliatifs, vous venez le matin, on fait un premier tour des lits, et on vous raconte ce qui s'est passé. Ce sont ces femmes qui nous disent, bah oui, j'ai l'impression qu'il est mal, j'ai l'impression qu'il souffre, il faut faire quelque chose, et nous adaptons les thérapeutiques. Et puis il y a un moment donné où il y a un état d'équilibre qui se fait. Et dans cet état d'équilibre, je ne suis pas certain qu'il y ait de la souffrance pour la personne qui est dans le lit. Ce que j'ai vu, par contre, effectivement, c'est qu'il y a de la souffrance de la part des proches, parce que pour les proches, c'est intolérable. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que je dois soigner ou abréger cette vie apparente, ou cette fin de vie, ou cette agonie atroce pour la personne qui est dans le lit, ou est-ce que je dois l'abréger pour les gens qui sont proches? Et est-ce que c'est pas le regard qu'on a sur la vie, sur l'accompagnement des uns et des autres? Et c'est pour ça que je disais, je pense que la vie, c'est un voyage dans lequel l'ensemble de la collectivité, corps de santé et proches, on doit s'accompagner les uns les autres. Est-ce que ça doit se passer rapidement? Et le plus souvent, même quand les patients sont inconscients, quand ils ne nous disent rien, nous passons, chacun d'entre nous, dans un service de soins palliatifs, nous passons les voir, nous leur parlons, nous communiquons. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils décident de s'en aller. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce coma, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on va les voir les uns après les autres, l'aide-soignante, l'infirmière, la socio-esthéticienne, l'art-thérapeute, tous ces gens, les bénévoles, on passe les voir, et puis à un moment donné, tout d'un coup, ils lâchent et ils s'en vont. Et ça ne dure pas extrêmement longtemps. Par contre, c'est vrai que je conçois que pour le proche qui l'a déjà accompagné plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être plusieurs années, effectivement, ce temps paraît insurmontable. Et le plus souvent, une fois que le patient est décédé, les gens nous disent à la fois que c'est long tant que le patient n'est pas mort, et au moment où le patient est mort, le plus souvent, ils nous disent « mais qu'est-ce que ça a été rapide ?» Donc, qu'est-ce qui va me fonder à abréger ce temps? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui me fonde, moi, à abréger ce temps une fois que j'ai le sentiment? Alors, je ne dis pas que j'ai une garantie, j'ai une certitude qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus de choses, mais quand collectivement, nous l'avons regardé, que nous sommes passés à dire il est pas mal, il est bien, il n'a pas de ride, je suis passé, il n'y a pas eu de gémissement. Voilà, bon, ça dure. Docteur Coumeau, vous êtes diacre, donc par rapport à la religion, c'est effectivement ce problème du respect de la vie. Est-ce que pour répondre à ce que dit M. Nivet et au caractère hypocrite donc, de la loi actuelle, est-ce qu'on ne peut pas poser la question de est-ce que l'intention vaut l'acte? Quand, dans le cadre de la loi Leonetti, on sédate pour soulager, mais on sait qu'on tue, mais l'intention n'est pas la même. Est-ce que c'est ça la frontière entre les deux? Oui, c'est vrai qu'en tant que médecin, je pense que l'attitude intérieure n'est pas la même. Faire un geste, même si finalement le résultat à la fin va être peut-être le même, parce que quelquefois, au lieu de 5 minutes, c'est une demi-heure. Mais de faire l'acte de faire ce qu'on faisait autrefois avant les soins palliatifs, c'est-à-dire on utilisait les cocktails lithiques, on voyait une situation qui était ingérable, bon, il y a eu les soins palliatifs justement pour quitter cette barbarie. Et alors que effectivement
une sédation profonde, bon, c'est dans cette démarche d'accompagnement. Enfin, c'est vrai que c'est des questionnements, mais c'est une attitude intérieure différente pour le médecin et pour l'équipe. Je pense que je voulais aussi un autre questionnement, puisque c'est bon de se questionner. Bon, donc moi je suis gériatre, donc avec des personnes âgées, des personnes qui perdent la tête souvent. Nous, on se base beaucoup sur le corps. L'évaluation de la douleur se fait surtout ce qu'on appelle une hétéro-évaluation, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la personne comme sa douleur parce qu'elle ne saura pas l'exprimer, mais on observe et le corps parle. Quand vous communiquez 95% avec votre corps et 5% avec la parole. Donc mon questionnement, c'est par rapport aux directives anticipées, par rapport à ces paroles qui sont dites moi je veux mourir, j'ai un cancer en phase terminale, il n'y a plus rien à faire. Et que le corps signifie autre chose, c'est-à-dire que la personne n'en finit pas de mourir et semble attachée à la vie. Donc ce questionnement sur la parole qui dit une chose, le corps qui dit autre chose. Voilà, c'est un questionnement. Monsieur Nivet, par rapport à ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui vous fait dire que les soins palliatifs, donc comme on disait tout à l'heure, qui aboutissent au même résultat, ne sont pas suffisants? Alors d'abord, des soins palliatifs, il n'y en a pas assez. Quand on sait que plus de 20 départements en France n'ont aucun lit vraiment estampillé soins palliatifs en tant que tel, donc c'est un scandale. La loi Leonetti avait justement prévu un développement et un accès universel aux soins palliatifs. Là, donc là, de ce côté-là, c'est loupé. Ce qui me fait bien dire que je n'ai absolument rien contre les soins palliatifs, bien au contraire. Et c'est toujours dans la démarche de liberté individuelle, c'est une possibilité, mais on devrait avoir, y compris en soins palliatifs comme en Belgique, la possibilité infinie de dire stop, et je ne veux plus être, on va dire, sous le régime palliatif. Je veux qu'on ait un régime un peu plus actif. Voilà, donc, et j'espère que le projet de loi qui va déboucher va surtout donner des moyens financiers pour le développement des soins palliatifs, que les médecins soient formés sur la fin de vie. Je crois, mais je parle sous votre contrôle, que dans le cursus d'un médecin, la fin de vie est abordée une ou 2 heures. Voilà. Alors je conçois qu'il y a des pathologies qu'il faut étudier et qui demandent des années de formation, mais aborder la fin de vie serait quand même utile pour les médecins. Aujourd'hui, la mort, on la voit à la télé, mais on la voit plus. Les médecins, en EHPAD ou en gériatrie, ils passent et vous allez voir, ça va aller mieux, ma petite dame. Et puis, on sait comment ça se passe, hein, par manque de moyens. Alors ça nous amène à la question suivante qui est comment, dans l'histoire, comment est-ce qu'on a accepté la mort aujourd'hui? Je suis vieux quand même, mais pas extrêmement. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, on passait dans les rues, il y avait des rideaux noirs devant les maisons où les gens mouraient. Et les gens restaient dans le domicile, etc. Est-ce que, pour reprendre l'expression du docteur Coumeau tout à l'heure, est-ce qu'on ne cherche pas à effacer carrément la mort? Un petit peu, on va dire un petit peu, mais ceci étant, je préfère voir une assemblée avec des dames habillées d'une manière totalement multicolore que des femmes tout en noir comme autrefois. Voilà, et bon, la mort fait partie de la vie. Pour tout un chacun, il faut qu'elle arrive le plus tard possible, mais c'est surtout la vie qu'il faut qu'elle soit encore plus belle que la mort qu'on va avoir. Docteur Etilé, de votre point de vue, qu'est-ce que pouvait signifier cette volonté justement à l'époque de rendre la mort très visible, puisqu'il y avait des gestes qui affichaient cette mort?
Qu'est-ce que ça pouvait signifier dans le psychisme des gens de cette époque? Le sentiment que j'ai, c'est que jusqu'à une période relativement récente, c'est-à-dire probablement les années 60, après-guerre, la mort faisait partie de la vie et que cette chose était là. On annonçait la mort comme on publiait les bancs de mariage et c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de notre vie. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment à la fois qu'on arrive dans un monde qui est essentiellement un monde de droit, des nouveaux droits, et qu'il y a des choses dont on ne doit pas parler. La mort, même souvent, par exemple, les patients malades nous disent « bah oui, avant j'avais des amis, ils venaient me voir, et depuis que j'ai le cancer, ils ne viennent plus me voir ». Comme si la maladie, la mort étaient des choses qu'il fallait évincer. Et ce que je trouve terrible dans nos sociétés, c'est que on a à la fois une société qui est hyper mécanisée, avec plein de techniques, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, pour l'essentiel de notre vie, on passe de moins en moins de temps à faire les choses, et plus on a du temps libre, et moins on a de temps pour s'occuper les uns des autres. Ce qui est un truc qui est extraordinaire. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que des gens, on a moins d'enfants, on a un père, une mère, et c'est extraordinaire de prendre un petit peu de temps pour son père, pour sa mère, ou pour son enfant. Voilà, ça. Alors quand on est à cheval sur plusieurs continents, on se rend compte qu'il y a des vraies différences. Et dans notre société, moi, je me battrais pas nécessairement pour une nouvelle loi sur la fin de vie. Par contre, ce qui nous pénalise dans nos services, et ce qui pénalise les gens, on parle beaucoup des personnes âgées, mais ce qui est effrayant, c'est d'être en soins palliatifs et de recevoir des patients, soit des patients très jeunes, bon, c'est une chose, et des patients d'un âge moyen. Et dans l'âge moyen, les patients qui arrivent en soins palliatifs, ce sont des patients dits vulnérables. Et ces patients vulnérables, on se rend compte que nos sociétés d'abondance ne font pratiquement rien pour faciliter leur vie. C'est-à-dire que très souvent, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas marcher, vous avez un logement qui n'est pas adapté, vous êtes isolé. Il y a tout un tas de conditions matérielles qui ne dépendent pas du corps médical, mais qui dépendent essentiellement de ce que la société serait capable de mettre en œuvre pour que les gens aient des bonnes conditions de vie. Et une fois que ces bonnes conditions de vie seraient réalisées, peut-être que la maladie, la souffrance, la douleur seraient vécues différemment. Et ce qui est très étonnant, on parle de sédation, et alors, très souvent dans l'unité de soins palliatifs, il y a des patients qui arrivent et qui disent « je veux mourir ». Bon, ok, d'accord. Vous voulez mourir? Ben écoutez, on va réfléchir à la question, on va se poser, on va prendre soin de vous, et puis on va voir ce qui va se passer. Ben, le plus souvent, 9 fois sur 10, au bout d'une semaine, je veux plus mourir, parce que je suis pas mal là. Et donc, du coup, la question de la souffrance, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est là, elle est réelle, elle est vraie. Mais la souffrance, c'est comment je vis cette douleur. Et cette douleur, si je suis accompagné, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans le quotidien, la toilette, le repas, le machin, et ben cette douleur, elle est toujours là, mais elle est atténuée. Et puis finalement, ce qu'il en reste, ce qui est résiduel, c'est finalement supportable. Puis il y a des moments où on sourit, il y a des moments où on discute, il y a des moments où on fait des blagues, il y a des moments où, voilà. Et puis c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire de voir que tout d'un coup, il y a une nécessité absolue à faire évoluer la loi sur la fin de vie. Mais en fait, si juste il y avait une loi sur la bonne vie de tout chacun tout le temps, qu'est-ce que ça serait bien. C'est réconfortant de voir qu'il n'y a pas que la médecine qui peut soigner en effet la douleur. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Oui, justement, pour rebondir, parce que là, je discutais avec mon assistante qui est du Cameroun et qui me disait que dans son pays, quand une personne devient dépendante, elle va aller habiter chez un de ses enfants et puis là, elle aidera pour la cuisine, elle trouvera des petites activités, elle trouvera un sens, un entourage, elle ne sera pas seule. Toute cette société qui
permet justement ce qu'on a un peu perdu dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire que les parents sont loin, il y a des isolements et finalement là ça me rappelle une personne qui était rentrée là aux soins continus parce qu'elle avait fait une tentative de suicide. Et puis, elle disait, de toute façon, je recommencerai. Et le médecin dit, oui, il faudrait l'euthanasier. Alors, et en fait, on discutait, c'est parce qu'elle elle n'y voit plus, elle n'a pas d'entourage, elle n'a pas tout un environnement qui lui permette de bien vivre. C'est ça, la société ne lui permet pas de bien vivre avec son handicap. Donc, la solution, c'est de se supprimer. Donc, effectivement, je pense que retrouver la fraternité, l'attention les uns aux autres, une société d'entraide serait une solution intéressante. Sur cette thématique, Monsieur Nivet, de l'entraide et du traitement non médical du handicap, de la douleur, etc., est-ce que notre société n'est pas quand même un petit peu, n'a pas oublié l'amour, n'est pas un petit peu trop égoïste, et est-ce que c'est pas un des problèmes? Bien sûr, bien sûr. Là, bon, après, il y a des manques de moyens dans tous les domaines, et malheureusement, la fraternité et la solidarité passent souvent au second plan. Voilà, mais justement, l'évolution de la société doit pallier à ça. Et je ne vois pas dans l'aide active à mourir un manque de fraternité. Bien au contraire. Bien au contraire, j'entends qu'on puisse dire la fraternité chrétienne, fraternité catholique, mais la fraternité n'a pas de religion. Elle est universelle. Voilà. Et les personnes que j'ai accompagnées, au départ, je ne les connaissais pas. Et je vous garantis qu'elles ne voulaient pas aller en soins palliatifs. Voilà. Mais si elles avaient voulu y aller, je les aurais vraiment incitées à y aller. Voilà. Mais elles ne voulaient pas vivre une situation de mourant. Elle ne voulait pas passer comme a dit Anne Bert. Anne Bert, c'est l'écrivaine qui habitait à Saintes et qui est partie en Belgique. Elle a dit, je ne veux pas partir de la position debout à une position de morte. Voilà. Elle ne voulait pas. Donc elle a voulu que sa volonté soit respectée. Moi, là aussi, je me bats pour la liberté individuelle. C'est surtout ça. C'est pas, je comprends et je partage et j'inciterai à aller en soins palliatifs pour ceux qui veulent y aller. Mais il faut absolument qu'on puisse avoir cette fraternité de dire le gay, on m'aide à le passer, puisque de toute façon, je ne peux pas. Voilà. Et vous savez, puisqu'on parle de gériatrie, je pense que de savoir, la plupart des personnes âgées, de savoir qu'elles pourraient bénéficier d'une aide éventuelle, même si c'était elle qui prenait la petite pilule qui est dans l'armoire de pharmacie ou dans le coffre-fort, je suis sûr que la plupart ne l'utiliseraient pas, mais qu'elles vivraient peut-être plus longtemps et que ce serait peut-être la meilleure prévention pour le suicide des personnes âgées. Parce qu'on n'en parle pas, les suicides des personnes âgées. Oui, une personne désorientée, tombée dans la Charente, ou alors elle est passée sous le train à la sortie d'Angoulême. Voilà, on accepte le suicide, mais le suicide violent. Alors que le suicide assisté pourrait être une solution non violente, entourée de tous ses proches, en toute fraternité. C'est une position paradoxale, mais oui, en effet, pourquoi pas. Docteur Coumeau, j'aimerais encore vous demander, puisque vous êtes diacre en même temps, de nous éclairer sur la position de l'Église au fil du temps, depuis les origines, sur la souffrance et sur la mort, sur l'agonie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Enfin, je vais pouvoir vous demander de faire un bouquin. Moi, je partirais du fait que, ce que je disais, le dialogue est source de vie. Dieu crée par la parole. Et c'est
ce dialogue qui est vie et que le questionnement aussi fait partie de dialogue, questionnement, c'est des attitudes du croyant en fait. Le croyant est celui qui ne voit pas. Hein. Je pense que pour moi, ce qui caractérise l'homme, c'est pas l'écriture, la pensée, c'est sa capacité à communiquer avec Dieu. Donc, au cours des siècles, cette ouverture à ce qui ne peut pas, à ce qui ne fait pas partie de son monde, à ce qui est tout autre, au tout autre. Donc c'est un perpétuel questionnement, et dans ce sens, et une remise en question aussi de la parole, puisque ça évolue, donc tout ça, ça peut... Bon, ça m'évoque, oui, les directives anticipées. Une personne qui est en bonne santé va dire, si je suis grabataire, non, je ne pourrais pas vivre. Et puis finalement, elle arrive dans cette position d'être grabataire, elle est toujours vivante et elle cherche à vivre. C'est une parole qui évolue, une ouverture à ce qui me paraît impossible maintenant, mais qui sera peut-être possible après. Bon, voilà ce que ça m'évoque, mais ça répond peut-être pas à la question. Non, je vais être plus direct alors pour vous faire parler de la position de l'Église. Est-ce que la passion du Christ lui-même, puis toute l'histoire des martyrs, n'est pas une sorte de glorification par l'Église de la souffrance? Alors oui, là c'est un autre éclairage. Oui, parce que la vision de l'Église est multiple. Hein, elle ne peut pas se résumer à juste un champ de vision. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on vit en accompagnement, c'est-à-dire que le Christ sur la croix, au pied de la croix se tenaient Marie et Jean, ils se tenaient debout pour l'accompagner dans cette agonie. Et finalement, de cette agonie est sorti le sang et l'eau, est née l'Église finalement. C'est de cette source que naissent les croyants. C'est un peu d'une agonie qui est repartie la vie. Mais ça signifie toute l'importance pour moi, de ce temps d'accompagnement très très fort en humanité, où la souffrance fait partie de la vie. On essaie de l'apaiser comme on peut, mais même si on l'apaise, la souffrance est individuelle. C'est comment on vit la situation. Dès qu'on commence à vivre, on est parti pour souffrir, de toute façon. Et plus on vit, plus on souffre finalement. Ceux qui aiment, dès qu'on aime, on souffre forcément parce qu'on aime, mais c'est la richesse de la vie qui fait que il y a aussi la souffrance. Voilà. Merci. Alors, je vais le quatrième point, c'est cette approche de la mort et de la souffrance d'un point de vue personnel. Alors, j'imagine, ce sera surtout l'objet de beaucoup des questions qui vont venir dans la seconde partie. Mais je vous propose de changer de pied là rapidement sur tous les trois. Et vous, Monsieur Coumeau, Monsieur Étilé, Monsieur Nivet, comment vous envisagez votre propre mort et votre propre agonie? J'y pense souvent. Et puis là, d'autant plus parce qu'on réfléchit sur cette table ronde.
Déjà, je me disais, si la loi sur l'euthanasie passe, je pense qu'il faudra que je signifie que je veux pas être euthanasié, parce que moi, c'est ma position. Et peut-être qu'il faut, parce que, bon, c'est peut-être une chose, mais l'euthanasie se fait très facilement dans les hôpitaux, vu les pressions que l'on a. Même si c'est pas légalisé, de fait, il y a beaucoup d'euthanasie. Oui, il faut des places, il faut prendre le temps d'accompagner, ça coûte cher. Bon. Donc, de toute façon, quand la loi va être légalisée, il va y avoir beaucoup d'euthanasie. Beaucoup d'interruption de vie. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Donc, je pense que j'invite tout le monde à, si on ne peut pas être euthanasié, il faudra le signifier. Bon, c'est une chose. Donc, moi, c'est vrai que je ne voudrais pas être euthanasié. Je souhaite, j'espère, rencontrer des personnes qui m'accompagnent dans ce temps de fin de vie et effectivement être présent et d'être dans l'acceptation. Donc Denis Trinet racontait la fin de vie de ton ami, tu pourras peut-être en parler. En tout cas, c'est vrai que bon, j'avais rencontré cet ami psychiatre justement qui accompagnait les équipes de soins palliatifs et d'apprendre comment il a eu la maladie de Charcot et comment il a pu participer à bon, il a eu une sédation à la fin. Et comment il s'y est préparé, comment il s'est abandonné dans les bras du Père pour cette sédation. Et c'est vrai, de pouvoir dire, Père, voilà, entre tes mains, je remets mon esprit. Bon, j'aimerais pouvoir vivre ça. Docteur Itilé ? Alors, comment j'envisage ma propre mort ? Alors moi, j'ai été élevé par des parents, par un père qui m'a toujours dit, le matin, quand tu quittes tes proches, tu dois faire comme si tu ne les reverrais pas. Donc, tu ne dois pas oublier de leur dire ce que tu as à leur dire, d'important. Et du coup, je vis comme ça et j'ai le sentiment que je n'aurai pas de regrets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la loi est votée dans le sens où elle sera votée, moi, je ne rédigerai jamais de directive anticipée. Parce que ces directives anticipées vont avoir un caractère opposable. C'est-à-dire que si moi, maintenant, j'ai un certain âge, je me dis le jour où je ne peux plus faire mon footing, il faut que je meure, ça, c'est maintenant. Mais dans 20 ans, mon footing, ça sera peut-être juste 5 mètres à franchir. Et on me sortira le papier, papy, t'as dit qu'il y a 20 ans, si tu ne pouvais pas faire 10 km, il fallait te tuer parce que tu es paralysé. Mais peut-être que dans 20 ans, quand vous me mettrez juste devant la fenêtre avec l'oiseau qui chante, eh ben, j'aurais peut-être pas envie de mourir. Donc, j'aimerais bien qu'on me pose la question dans 20 ans. Donc, si une directive anticipée dans les conditions où c'est prévu, ça sera négatif pour moi. Voilà. C'est la seule chose à laquelle je me dis. Par contre, ce qui sera important pour chacun d'entre vous et pour chacun d'entre nous, et je pense que c'est là qu'est le vrai débat. Le débat, il n'est pas sur la question de comment on fait à la fin, quand on est sur la phase terminale, est-ce qu'on va pas mourir ? Je pense que le vrai débat, il est quand vous êtes confronté à une équipe médicale et que l'équipe médicale vous propose un traitement, et ben dans les options thérapeutiques que vous avez, et ça, il ne faut pas l'oublier, dans les options thérapeutiques que vous avez le choix entre peut-être qu'on fera une chirurgie, peut-être qu'on fera une chimiothérapie, peut-être qu'on fera une radiothérapie, mais peut-être aussi que le choix, c'est de rien faire. Et ce rien faire, il est important. Ce qui veut dire que si nous respectons la vie, eh ben peut-être que ma décision de vie, c'est de ne pas interférer avec ma vie. C'est-à-dire,
je veux pas de chimiothérapie, je veux pas de truc, parce que j'ai discuté avec les médecins, ils m'ont dit que si j'avais une chimiothérapie, j'allais venir, j'allais faire ci. J'ai réfléchi, j'ai envie de voir mon petit-fils, il faut que je parte à tel endroit, ben, je vais faire le voyage, je vais revenir, si je meurs, c'est pas grave. Et peut-être que la réflexion, elle est peut-être plus là. Elle est peut-être plus dans un moment où on est agressé par ces équipes médicales qui ont tout pouvoir de nous soigner, de nous proposer des thérapeutiques. Ben, peut-être qu'il va falloir que chacun d'entre nous, on s'engage à dire ça, est-ce que je le veux vraiment avec les conséquences que ça peut porter? Et du coup, la vie, ma vie personnelle, elle va évoluer comme elle évolue. Et au moment où la fin arrivera, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les gens, quand la fin arrive, elle arrive tranquillement. Il n'y a pas forcément besoin de faire un geste pour l'abréger. Et peut-être que la vraie discussion, elle est là. Elle est dans ce qui nous est proposé, de la même façon que je peux accepter de boire un verre ou pas de verre, ou de boire la bouteille et de prendre la voiture, j'ai peut-être aussi le droit de prendre la chirurgie, pas la chirurgie, la chimiothérapie, pas la chimiothérapie. Puis voilà. Je pense que la question, elle est peut-être en amont de ce moment. Et puis finalement, vivons notre fin de vie comme elle doit être vécue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai une vraie question sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où je quitte la vie. Et pour avoir regardé un certain nombre de mes patients, de nos patients, franchir ce cap, je suis très étonné de voir comment ils franchissent ce cap. Il y a des choses qui sont très étonnantes. Bon, alors vous ne verrez pas ce genre de choses, mais il nous arrive parfois de voir quelqu'un qui est dans son lit, ça fait un certain nombre de jours qu'il est là, tranquille. Vous passez le voir, vous dites, oh, tu sais, là, peut-être que tu pourras t'en aller, tu as le droit, tu as vu ton père, ta mère, machin, ton fils, tu as des feuilles, tu as le droit de t'en aller. Et puis vous repassez une heure après, il est parti. Et vous n'avez rien fait. Vous lui avez juste dit, voilà, ok, à mon avis, je pense que tout est ok, parce qu'on a discuté, ça fait des jours qu'on discute de ce qui te... Hop, et puis voilà. Et pour moi, je pense que ça devrait être juste ça. En tous les cas, directive anticipée, pour moi, si la loi est votée, c'est niette. Même si je suis du corps médical, même si ma surveillante me dit, pas surveillante, ça s'appelle pas surveillante, ça s'appelle cadre de santé maintenant, dans les statistiques, il faut remplir le papier avec la directive anticipée de la personne de confiance. Et puis, choisissez bien votre personne de confiance. N'oubliez pas qu'une personne de confiance, c'est la personne qui doit témoigner de ce que vous souhaitez pour vous-même, et non pas la personne qui témoigne de ce qu'elle pense pour vous, ce qui n'est pas la même chose. Monsieur Nivet, votre propre mort. Avant de penser à... Enfin, j'y pense à ma mort, hein, pas tous les matins en me levant, mais presque. Parce que de toute façon, elle arrivera. Non, ce que je voulais réagir, c'est... Je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Je crois qu'il ne faut pas croire que parce que la loi va autoriser une petite aide active, qu'on va euthanasier tout le monde, que tout le monde va passer sous les forges codines des euthanasies ou des piqûres. Il ne faut pas caricaturer. La Belgique, il n'y a pas eu... Au contraire, aujourd'hui, les euthanasies sont clandestines. Même le médecin reconnaît qu'il y a les cocktails lithiques. Demandez à n'importe quel médecin, il a fait des euthanasies, mais elles sont clandestines. Donc on ne sait pas pourquoi, sur qui, comment, on ne sait pas. Voilà. Donc la loi permettrait au moins qu'il y ait une transparence sur les aides actives. Alors maintenant, sur ma propre fin de vie, je me souviens, un des premiers présidents de la DMD que j'ai côtoyé et que j'ai apprécié énormément, qui s'appelait Henri Caillavet. Henri Caillavet était un défenseur de la vie, puisqu'il est à l'origine de la loi sur les dons d'organes, il est à l'origine de la dépénalisation de l'homosexualité, il est à l'origine du divorce par consentement mutuel. Donc c'était quelqu'un qui était moteur d'une avancée sociétale. Et je me souviens ce qu'il disait sur sa propre fin de vie. Il avait 92 ans. Il était venu à Angoulême, on a fait une conférence, et il avait dit, moi je voudrais mourir à 99 ans, après avoir fait une partie de roulette russe avec des copains, un bon repas, puis après avoir fait l'amour à une fille plus jeune, tant qu'à faire. Voilà. Bon, il rigolait, mais je vous assure qu'il avait aidé son père à partir, mais lui, qui militait pour l'aide active, n'en a pas eu besoin. Voilà. Il est parti à 99 ans, mais il militait pour que chacun puisse faire valoir sa liberté individuelle. Et moi, c'est mon cas. Donc j'ai rédigé, moi, des directives anticipées depuis très longtemps. J'incite tout le monde à les rédiger pour éviter que ce soit quelqu'un d'autre ou le corps médical qui prenne des décisions à votre place. Et j'abonde totalement dans le sens
de mon voisin, dites bien à la personne de confiance que ce n'est pas ce qu'elle voudrait, elle, pour vous, mais que c'est ce que vous voulez, vous, pour vous. Voilà. D'où le rôle important d'une personne de confiance et le rôle primordial des directives anticipées. Je vous assure, il ne faut pas caricaturer sur les directives anticipées. Si vous ne voulez pas en rédiger, c'est votre droit. Mais n'empêchez pas et n'évitez pas aux autres justement de faire valoir leur volonté et leur liberté individuelle. C'est une forme de testament de fin de vie. Alors après, libre à vous de ne pas en rédiger, ça. Si je parle des directives anticipées en ces termes, c'est qu'il nous arrive dans le service de demander à des patients s'ils veulent rédiger des directives anticipées. Il s'avère que très souvent, c'est un moment extrêmement douloureux, c'est quelque chose qui les met extrêmement en difficulté, parce qu'à un moment donné, se retrouver en train de se dire, finalement, de quoi il me cause celui-là? Je vais peut-être mourir. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler? Est-ce que j'ai pas envie d'en parler? C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc, il n'y a pas nécessairement de nécessité à rédiger des directives anticipées. Par contre, ce qui est important, à mon sens, c'est que nous, professionnels de santé, nous attachions, et c'est ce qu'on fait, à rencontrer l'ensemble de ce que j'appelle, moi, quand un patient arrive, j'aime bien rencontrer cette tribu, faire connaissance avec la tribu. Ce que j'appelle la tribu, c'est le patient, sa famille, ses amis, ses proches, les gens avec qui il a l'habitude de vivre, les gens qui comptent pour lui, et d'avoir de vive voix une discussion avec chacun de ces individus. Et à partir de là, qu'il y ait des directives anticipées ou pas de directives anticipées, l'équipe se fait une idée de ce qui serait souhaitable pour la personne. Et il n'y a pas nécessité. Par contre, parler directement de directives anticipées, il y a des moments où c'est extrêmement douloureux. Et pour moi, c'est quelque chose qui est presque... C'est presque de la maltraitance dans certaines circonstances. Alors, il nous reste 5 minutes pour tenir le délai d'1 heure qui m'a été fixé. Et donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était comment est-ce que vous pouvez conjuguer le serment d'Hippocrate, donc le serment des médecins, à toutes ces problématiques de soigner, de supprimer la douleur et en même temps de préserver la vie. Comment est-ce que vous raisonnez les deux médecins d'abord, mais peut-être M. Nivet peut avoir un avis sur la question. Mais on va peut-être laisser parler les médecins en premier. Monsieur Dr Etilé, comment est-ce que le serment des médecins vous guide dans votre action au quotidien? Je dois avouer que j'y pense rarement, serment d'Hippocrate, que la seule chose que je me dis, c'est de faire mon possible pour que le moment de vie que je passe avec le patient soit le plus confortable possible. Et à partir de là, les choses, elles se font. Voilà. Par contre, ce dont je suis content et ce que je ne voudrais pas qu'il n'y ait plus de... Je suis content que la loi existe. Je suis content qu'il y ait des règles. C'est-à-dire que je pense que ce qui fonde une société, ce sont ses interdits. Et dans les interdits fondamentaux, il y a le tu ne tueras point, qui n'a pas à voir avec la religion. Je pense que une société est fondée sur des interdits. Alors les interdits, c'est quoi? Enfin voilà, il y a des interdits qui pour moi sont primordiaux. Alors après, est-ce que je peux les transgresser ou pas? C'est une autre question. Et les interdits, il faut les avoir. De temps en temps, on va les transgresser, on va être limite, et ça c'est important. Mais une société où on supprimerait tous les interdits, je suis un peu sceptique sur sa capacité à survivre. Pour moi, c'est fondamental. Il faut des interdits. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les respecter tout le temps, et des fois il faut les transgresser, mais si on ne les a pas, je ne sais pas ce que peut devenir une société. Docteur Coumeau? Oui, ça rejoint un petit peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire que facilement, moi, c'est mon expérience, facilement une situation d'un patient qui a un cancer, qui n'est pas en forme, il y a un épisode aigu qui fait qu'il est encore moins bien, et on se dit, il arrive dans le service avec des doses de morphine et d'anxiolytiques très fortes,
on s'est dit, ils sont un peu allés vite en besogne, et donc on rabaisse, et puis la personne va mieux, et puis finalement elle a à vivre ce qu'elle a à vivre. Et j'en discutais avec des collègues dans beaucoup d'hôpitaux. En fait, il y a c'est facile de mettre des doses et puis d'abréger, hein. On parlait au niveau économique, au niveau temps, c'est plus simple. On se pose moins de questions. Et ma crainte, c'est ça, de légaliser cette euthanasie. J'ai peur que ça soit justement ce déferlement de quelque chose, parce que c'est quand même une digue. Pour l'instant, on n'a pas le droit. Mais moi, ma crainte, c'est que cette digue étant enlevée, je vois déjà ce qui se passe. Je fais partie du terrain. Je ne suis pas dans les hautes sphères. Bon, c'est ma crainte. Et sinon, oui, en ce qui concerne, pour être en accord avec moi-même, c'est vrai que moi, je vois les choses sous la forme d'éthique clinique. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire ce dialogue au lit du malade, avec l'équipe. Dialogue toujours, tant qu'il y a dialogue, tant qu'il y a questionnement, il y a vie. C'est vraiment ce pas à pas, chaque jour après chaque jour. Et puis il y a un moment, où la personne est prête à partir et elle part, mais il faut lui laisser le temps. Merci. Monsieur Nivet, est-ce qu'il y a Oui, alors, antinomie entre serment d'Hippocrate et euthanasie? je dirais qu'il y a un peu d'hypocrisie, là encore. Le serment d'Hippocrate, il a évolué dans le temps, hein. Je crois d'ailleurs que chaque faculté de médecine a des variantes, si on devait prendre le serment d'Hippocrate originel, je crois que les médecins devraient soigner gratuitement. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, mais je comprends tout à fait que les médecins puissent faire valoir la clause de conscience. Là, je reviens sur ce terme, la clause de conscience. Un médecin qui ne veut pas doit pouvoir ne pas faire. Voilà, ça c'est absolument important. Voilà. Et alors après, on utilise toujours le mot euthanasie parce qu'il fait peur, mais il y a le suicide assisté. Et le suicide assisté, c'est pas une tierce personne, c'est la personne qui le fait. Sauf qu'on lui donne les moyens de partir simplement, d'une manière non violente, et quand elle le veut. C'est surtout ça, et selon sa liberté.